Ouais, c'est le moment de la chronique sur la politique américaine. On va jeter un œil sur l'actualité des derniers jours, mais aussi à quoi s'attendre lors de la prochaine semaine. On parle avec Antoine Yoshinaka. Bonjour Antoine, merci d'être là encore ce matin. Bonjour. On va commencer tout d'abord avec un dossier qui a monopolisé l'attention médiatique aux États-Unis. Le Texas qui a approuvé une nouvelle carte électorale qui est favorable aux républicains, on le sait. Est-ce qu'on peut s'attendre à une même manœuvre des démocrates en Californie, Antoine? Oui, tout à fait. Écoutez, les démocrates en Californie ont entériné un projet de loi et d'amendement constitutionnel essentiellement pour contrecarrer, si vous voulez, les efforts des républicains au Texas. La grande différence entre le Texas et la Californie, c'est qu'en Californie, c'est une commission qui redécoupe la carte électorale, qui l'a fait à la suite du recensement de 2020. Et pour essentiellement outrepasser cette carte électorale qui a été entérinée par la Commission, on doit donc passer par un amendement constitutionnel qui doit être approuvé par les électeurs. Donc, ça va être cet automne, donc en 2025, cet automne, les électeurs en Californie vont être appelés à se prononcer sur cette nouvelle carte-là. Si les électeurs de la Californie l'approuvent, alors à ce moment-là, cette nouvelle carte électorale qui sera favorable aux démocrates va être employée à partir de 2026 jusqu'à la fin de cette décennie. Ouais, puis pour bien comprendre, Antoine, parce qu'on en a beaucoup parlé également dans l'émission hier, en fait, ça va neutraliser, en quelque sorte, les efforts républicains au Texas, là. En théorie, parce que, évidemment, je dis en théorie parce que souvent les électeurs ont souvent tendance à nous réserver des surprises lorsqu'il y a une élection, mais ça va nous créer 5 sièges bleus de plus en Californie qui viendraient contrecarrer les 5 sièges rouges qui ont été créés au Texas. Donc, en théorie, ça devrait neutraliser ça. Ceci dit, il y a d'autres États rouges dans certains cas, la Floride, l'Ohio, l'Indiana, et bleu dans d'autres cas, l'Illinois, par exemple, le Maryland, où on pense peut-être vouloir faire la même chose. Donc, il faut attendre avant de savoir au national là, quel parti sera avantagé par tous ces efforts de redécoupage électoraux cette année. Oui, alors ça pourrait faire tache d'encre, assurément, lors de la prochaine année. Maintenant, on va parler de Donald Trump qui continue à cibler aussi des villes démocrates qu'il veut rendre plus sûres, Chicago, New York, comme il l'avait fait donc à Washington. Antoine, est-ce qu'il a raison de le faire ou est-ce qu'il s'agit d'une opération politique? C'est très, très, très politique. Est-ce qu'il a raison? Écoutez, la question de la criminalité, bon, c'est une question qui... il y a beaucoup de gens qui sont très... qui sont craintifs là, au niveau de la criminalité dans les grandes villes. On l'a vu à Washington, on l'a vu à Los Angeles plus tôt cette année. Ceci dit, c'est très politique. Pourquoi? Parce que là, on s'attaquerait à des villes, on parle de Chicago, de New York, des villes très démocrates, dans des États très démocrates. Et contrairement à Washington, Washington, c'est un district, hein, c'est le district fédéral. Donc, en théorie, le président a ce pouvoir de venir s'ingérer, si vous voulez, dans la sécurité, si vous voulez, de cette ville-là. Là, on parle de villes qui sont dans des États démocrates, des États où les gouverneurs, là, vous l'avez mentionné plus tôt, les gouverneurs s'opposent à cette ingérence fédérale, à ce déploiement de troupes fédéraux. Alors là, ça viendrait, ça se rapproche un peu de ce qui s'est passé à Los Angeles, vous allez vous en souvenir, plus tôt cette année, alors que Donald Trump avait déployé, le Pentagone avait déployé des troupes, non seulement de la Garde nationale, mais des Marines aussi, pour venir prêter main forte, si vous voulez, aux forces policières à Los Angeles. Donc, ça fait monter la température d'un cran. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va vraiment vouloir le faire? Mais il semble-t-il que ça fait maintenant plusieurs semaines que le Pentagone tente de planifier ce déploiement. Alors, on va suivre ça de très près. Tout à fait. On va se rapprocher de nous. Antoine, on va parler de la question des tarifs. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a abandonné, ni plus ni moins, la majorité des contre-tarifs contre les produits américains. Ça a été applaudi également par la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut s'attendre, Antoine, à une relation plus apaisée entre les deux pays?
Ça change presque de semaine en semaine. Écoutez, Donald Trump et Mark Carney se sont parlé au téléphone jeudi. Et là, vendredi, le lendemain, Mark Carney annonce qu'il suspendait la plupart de ses tarifs punitifs. Il y a quand même certains tarifs qui sont encore en place. Tarifs, par exemple, dans le secteur automobile, le secteur de l'aluminium, de l'acier. Donc, pour harmoniser ça un peu avec les tarifs américains contre justement ces produits canadiens. Mark Carney, donc, qui annonçait ça. Donald Trump, par la suite, a dit que c'est une bonne chose, qu'il aime bien Mark Carney, qu'il respecte Mark Carney. Donc, on voit qu'il y a peut-être... Et Donald Trump a dit qu'on revient à la case départ, donc on continue de négocier. Je pense que vraiment, du côté de Carney, on comprend que pour négocier avec Donald Trump, souvent, il faut mettre de l'eau dans son vin. Le flatter dans le sens du poil, là, si vous voulez, parce que c'est non seulement les tarifs, mais il y a aussi la renégociation de l'entente de libre-échange entre le Canada, le Mexique l'an prochain. Il y a ça aussi dans la mire de Mark Carney. Donc, ça a été très bien reçu à Washington. Ouais, peut-être dernier dossier qu'on a surveillé cette semaine. Au sein de la société américaine, Antoine, c'est encore très agité. On a vu des perquisitions vendredi chez l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, qui est un critique très féroce également du président Trump. Est-ce qu'on peut voir cela comme une tentative de déstabiliser un adversaire politique, là? Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années, John Bolton, qui avait été justement pendant un an et demi lors du premier mandat de M. Trump, le conseiller à la sécurité nationale. Depuis, vous l'avez mentionné, c'est un critique féroce. Il a publié un livre essentiellement très critique envers Donald Trump. Il a été très critique aussi du sommet entre Trump et Poutine. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant que Trump et Bolton sont aux prises l'un et l'autre. Alors là, on voit que ça fait monter encore une fois la température d'un cran. Est-ce qu'il y a vraiment... est-ce qu'il aura commis un crime? Est-ce qu'il aura peut-être donné des informations classifiées lors de son livre? Alors, on verra. Ou est-ce que c'est une tentative de museler ses critiques? Je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'on doit interpréter ce qui vient de se passer. Donald Trump s'en prend vraiment à ses ennemis. Il l'avait dit durant sa campagne qu'il allait... c'était une campagne de vengeance contre les ennemis, ses ennemis, les ennemis contre la nation. Alors, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut interpréter ce que c'est. Tout à fait. En tout cas, Antoine Yoshinaka, merci beaucoup de vos lumières. On ne manque jamais d'actualité aux États-Unis. On va se parler également le week-end prochain. Merci beaucoup, là.